Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche Patate! Bonjour, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Nous sommes vos co-animatrices, Marie-Hélène Dubé et Marie-André Asselin, de retour à Québec dans ce dernier épisode de 2019 après notre mini-série montréalaise qui a débuté en septembre et qui, on l'espère, vous a plu et vous a permis de découvrir des projets inspirants. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on explore un sujet connexe à ce qu'on couvre habituellement. En partenariat avec 100 degrés, cette initiative à la fois provinciale et locale pour promouvoir les saines habitudes de vie, on se penche sur la question de l'engagement social. Qu'est-ce qui fait qu'un citoyen ou une citoyenne décide de s'impliquer dans un comité, passe à l'action en devenant bénévole, donne de son temps à une cause? On peut vous paraître un peu loin du jardinage ici, mais l'engagement social, le bénévolat, puis simplement le fait d'avoir une cause qui nous tient à cœur, de s'impliquer dans notre communauté, ce sont tous des facteurs importants dans la majorité des projets d'agriculture urbaine. Puis inversement, l'agriculture urbaine peut être un facteur d'engagement pour certains ou certaines en les intéressant à leur environnement immédiat, à améliorer leur petit coin de ville, puis petit à petit en connectant avec d'autres citoyens mobilisés. Pour traiter du vaste sujet de l'engagement social, on a un épisode un peu différent aujourd'hui, avec plus d'intervenants. Avant de vous les présenter, on prend 2 minutes pour vous inviter à nous écrire à mâche-patate@urbainculteur avec un s.org pour nous envoyer vos questions puis vos commentaires, à suivre les urbainculteurs sur les réseaux sociaux aussi et pourquoi pas vous abonner à notre infolette. Ça se passe sur la page d'accueil sur notre site web au www.urbainculteur.org avec un S toujours. Finalement, si vous voulez encourager Mâche Patate, si vous trouvez qu'on fait un travail qui a de l'allure, que vous trouvez que les sujets sont intéressants, la meilleure manière de nous encourager, c'est de partager les épisodes sur vos réseaux sociaux ou d'en parler autour de vous. Ça nous permet aussi de rejoindre plus de gens puis de servir notre mission de promotion de l'agriculture urbaine. Merci d'avance. Alors, pour le présent épisode sur l'engagement social, on va d'abord s'entretenir avec 2 enseignants de l'Université Laval qui s'intéressent particulièrement à cette thématique. On s'est également entretenu avec la coordonnatrice du bénévolat dans un organisme où les bénévoles jouent un rôle crucial pour avoir son point de vue sur le recrutement et la mobilisation des bénévoles. Et finalement, nous avons rencontré une citoyenne très engagée afin de comprendre ses motivations. Donc, sans plus tarder, on accueille d'abord nos 2 experts de l'engagement. Luc Audebrandt, qui est professeur titulaire au département de management de la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval, qui est titulaire également de la chaire de leadership en enseignement sur l'engagement social et finalement responsable du MOOC, M-O-O-C, donc Massive Open Online Course, les cours gratuits qui sont disponibles sur Internet généralement, donc un MOOC sur le management responsable. Donc, bonjour Luc, bienvenue à Mâche Patate. Bonjour et merci pour l'invitation. On reçoit aussi Marie-Noëlle Simard-Deschênes, chargée de cours au département de management de la Faculté des sciences de l'administration également à l'Université Laval et collaboratrice à la chaire de leadership en enseignement sur l'engagement social. Bonjour Marie-Noëlle, bienvenue. Merci de nous avoir invités, bonjour. Bienvenue à Mâche Patate. D'entrée de jeu, on commence comme ça. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qui vous a poussé chacun à étudier le sujet de l'engagement? En fait, il y a 2 constats qui sont arrivés. Le premier constat, c'est un constat terrifiant, c'est que si on enlevait tout d'un coup tous les bénévoles de la planète, tous les philanthropes, tous ceux qui donnent des biens matériels, tous ceux qui donnent donc du temps, de l'argent, de leur expertise ou quoi que ce soit, si on enlevait ça, s'il y avait un peu Avengers puis tout le monde partait, rien de moins, mais la société fonctionnerait plus. Mm-hmm. Donc, sans l'engagement social des personnes, des groupes, des organisations, la société n'existerait plus. Et donc, premier constat. Deuxième constat lié à ça, c'est qu'on n'en parle pas suffisamment dans les cours, qu'on n'en parle pas suffisamment dans les programmes à l'université, peut-être ailleurs non plus. Mm-hmm. Et il y a très peu de cours qui parlent du bénévolat, qui parlent de la gestion des bénévoles, parce qu'on est dans une faculté d'administration. Mm-hmm. Et donc, il y a quelques cours sur la philanthropie, comment aller chercher des dons, mais des cours sur les gens qui font ça, il y en a peu. Donc, ces 2 constats-là m'ont poussé à développer plusieurs choses en lien avec l'engagement social dont on va parler au courant de l'émission. Parfait. Marie-Noëlle?
Pour ma part, je pense que c'est parce que moi-même, j'étais une jeune hyper engagée. Peut-être que Luc l'a pas mentionné, mais je sais aussi que c'est une personne qui est très engagée dans sa communauté. Dès le cégep, à l'université aussi, je me suis impliquée dans beaucoup d'organismes communautaires, dans des associations parascolaires à l'université aussi et tout ça. Et donc, moi-même, en étant jeune engagée, j'ai commencé à m'intéresser sur la question de pourquoi on s'engage. Et après avoir fait ma maîtrise en administration des affaires ici à l'Université Laval et avoir rencontré Luc, en fait, on discutait de cette thématique-là, puis je pense que c'est là que l'engouement a levé. Finalement, c'est fil en aiguille, tu sais, le bénévolat, en fait, puis l'engagement social sont devenus ma cause que j'ai envie de pouvoir discuter et réfléchir. Super. Puis de quoi on parle, en fait, pour clarifier les choses? Quand on parle d'engagement social, de quoi on parle? J'entends beaucoup de mots bénévolat. Est-ce que ça recouvre d'autres choses? Mais là, c'est très intéressant parce que justement, on vient de travailler pendant de nombreuses semaines à essayer de trouver une définition de l'engagement social parce que quand on regarde dans les articles scientifiques, il y a plein de définitions sur plein de sujets différents. Donc, à la fois, c'est très important. Je disais, c'était essentiel, mais en même temps, il y a aucune définition qui me satisfaisait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé avec plein de personnes. J'ai lu, évidemment, j'ai cogité beaucoup, évidemment, avec Marie-Noël. Et donc, on est arrivé à une définition qui me satisfaisait, qui n'est pas parfaite, mais qui correspond à une vision assez large de l'engagement social pour qu'on puisse tous et toutes s'y retrouver lorsqu'on a l'impression qu'on fait quelque chose. Donc, je vous l'ai dit, je vais la lire parce qu'elle est longue et vous allez pouvoir la décortiquer comme vous voulez par la suite. Donc, la définition qu'on a ici à la chaire de leadership sur l'enseignement en engagement social, c'est l'engagement social, c'est un ensemble de gestes volontaires et actifs par lequel une personne, un groupe ou une organisation consacre, entre autres choses, une partie de son temps, son expertise, son argent, ses biens matériels ou sa notoriété à une cause en accord avec ses valeurs et ses aspirations, afin de participer au mieux-être de ses semblables, d'une communauté ou plus généralement de l'humanité. Donc, c'est une définition qui est large, mais qui en même temps, il y a plusieurs éléments importants. Oui. Alors oui, les formes d'engagement, j'ai dit entre autres choses, mais il y a le temps, ça c'est évidemment le bénévolat. Oui. Il y a l'expertise, c'est aussi une forme de bénévolat, mais plus spécifique, hein, avec une expertise particulière dont on dispose. On peut pas enlever l'argent. L'argent, ça peut prendre deux formes. Ça peut être le don, tout ce qui est philanthropie, mais aussi où on investit notre argent, où on achète nos produits. Donc, le consommateur, c'est aussi une forme d'engagement social. Donc, ça, c'est l'argent. Ah oui, j'avais Il y a pensé. il y a les biens matériels. Donc, les biens matériels, bon, c'est les biens qu'on a achetés, qu'on veut redonner. Donc, on est dans une société de consommation, on a beaucoup de biens. Donc, il faut aussi, des fois, partager ces biens-là ou les redonner. Et dans les biens matériels, j'ai inclus un bien qui est important, dont on parle très rarement, qui est le sang. Le sang, c'est un bien matériel. Une fois qu'il est sorti de notre corps, le sang, c'est un bien. Et donc, tout ce qui est don de sang, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Et sans les dons de sang, ça serait complexe. Les hôpitaux seraient moins contents, seraient moins heureux. Don d'organes aussi, tant qu'à Oui, exact. Puis on peut ajouter aussi le lait maternel, différents types de tissus aussi. Donc, Emma Québec a vraiment toute une banque de parties de notre corps qui vont collecter. Ça, là, on déraperait trop dans la discussion pour que je m'en aille par là, mais ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu sur la propriété de nos organes qui est vraiment fascinant. En tout cas, si je pique votre curiosité, vous irez lire là-dessus. Oui, comme c'est quelque chose qui appartient comme à personne. En tout cas, c'est bizarre. Puis la dernière forme, c'est la notoriété. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont une certaine notoriété dans la société, notamment les artistes, les intellectuels, qui peuvent donner une partie de leur notoriété pour une cause. Et c'est souvent très utile quand on va aller chercher l'implication des gens, l'argent. Donc, la notoriété est aussi une forme d'engagement des personnes qui ont une certaine célébrité. Donc, voici les 4 formes d'engagement. On a lié ça à la notion de cause. Donc, il faut qu'il y ait une cause qui est en lien avec ses valeurs et en lien avec ses aspirations. Il faut que cette cause-là peut prendre différentes formes. Donc, ça peut être l'engagement en environnement, pour des causes écologiques, contre les changements climatiques. Donc, il y a plusieurs causes. Et donc, là, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que on peut tous s'y retrouver à quelque part. Oui. Et il faut que ces causes-là soient liées à quelque chose de supérieur, mais qui est le mieux-être de ses semblables, d'une communauté, ça peut être les Kurdes, ou de l'humanité en général. Donc, c'est un peu cette vision-là de l'engagement
avec l'idée que ce sont des gestes qui sont volontaires et actifs. Donc, il faut agir. Faire like sur Facebook, c'est pas suffisant, même si c'est pertinent. Tout à l'heure, Marie-Noël va parler des niveaux d'engagement. Puis il y a aussi, ça peut se faire seul, donc personne, ça peut se faire en groupe, et ça peut se faire aussi en organisation. Donc c'est vraiment une définition large, mais qui finalement, après tant d'années, on a le sentiment d'avoir une définition qui a quand même du sens. Ouais, puis qui est complète, mais en même temps, non, je la trouve quand même assez précise, moi, justement, parce que tout ce qui est, mettons, juste un soutien moral, c'est quand même pas un engagement, là, c'est juste, OK, j'appuie ta cause, mais si je fais rien, je suis pas une personne engagée. Mm-hmm. Puis là, justement, mais une personne engagée, comment on définit quand est-ce qu'on peut dire qu'on est une personne engagée? En fait, il y a différentes, comme Luc le disait, il y a différents niveaux d'engagement. Puis peut-être ce que je différencierais aujourd'hui, c'est plus la participation versus l'engagement. Okay. La participation qui est davantage ponctuelle, puis qui va se faire de façon limitée aussi davantage, versus l'engagement qui va avoir beaucoup plus d'impact dans le temps, mais aussi qui va avoir des responsabilités accrues qui vont être prises par la personne qui s'engage. Donc, on va voir à ce moment-là, par exemple, si je peux faire un comparatif entre une personne qui participe bénévolement à un événement le jour même, je sais pas, mettons un marathon pour l'accueil ou pour donner des verres d'eau aux coureurs, mais c'est super utile. En même temps, c'est une fois. Ça sera pas le même niveau d'engagement et de responsabilité que, par exemple, l'équipe de bénévoles qui a pu contribuer, elle, à l'organisation de ce même marathon-là, et même faire de la coordination de bénévoles sur le terrain, être comme un peu des super bénévoles qui gèrent des bénévoles. Okay. Fait qu'il y a vraiment une prérogative de durée dans le temps. Oui, effectivement. En même temps, ce qu'on voulait aussi avec la définition, c'est que ce soit le plus englobant possible, puis ne pas minimiser chacun des gestes non plus, parce que chacun compte. Mais donc, on voit quand même qu'il y a une échelle dans la gradation du niveau d'engagement qu'on peut y mettre entre quelqu'un qui va participer de façon ponctuelle et quelqu'un qui va vraiment avoir un engagement significatif dans sa communauté. On voulait pas être normatif ou prescriptif non plus en disant tel acte c'est de l'engagement, tel autre acte c'en est pas. Mais en même temps, chaque personne est capable a ses propres valeurs. Hein. On n'a pas les mêmes valeurs par rapport à certaines personnes disent donner de l'argent par exemple à quelqu'un comme ça, c'est pas aussi engageant que faire du bénévolat, donner son temps. Mais moi, je veux pas juger de ça. Je vais laisser les gens le faire, mais moi, je veux pas personnellement le faire. Je veux au contraire avoir une définition large pour que justement chaque personne puisse s'y retrouver et idéalement passer d'un niveau à l'autre. Parce que, justement, elle trouve une cause qui correspond plus à ses valeurs, plus à ses aspirations, qui lui donne envie de s'investir davantage envers cette cause-là. Puis quelqu'un qui accumulerait des participations ponctuelles, comme au fil du temps, mais pas nécessairement toujours pour la même cause, est-ce que on peut considérer qu'il est quand même engagé ou c'est comme trop disparate, ça? Moi, je le verrais à ce moment-là comme une forme d'engagement, mais pas nécessairement à une cause, mais plus à sa communauté au sens large, effectivement. Puis l'idée, en fait, étant on peut parler de cycle de vie finalement du bénévole, puis à différents moments de sa vie, il peut avoir différents enjeux qui vont faire en sorte qu'une personne va s'engager un peu plus ou un peu moins, va peut-être à certains moments dire là j'ai peu de temps à donner, donc je vais décider plutôt d'offrir de mon argent ou des biens matériels ou ma réputation ou autre, que ça va peut-être être un peu plus justement un one shot deal dans mon année. Mais à d'autres moments, je vais avoir un peu plus de temps à ma disposition où j'ai cet intérêt-là, cet enthousiasme à vouloir offrir de mon temps. Et là, je vais m'engager davantage dans mon milieu. Puis là, ça peut être tant dans un organisme, puis de façon plus structurée, mais de façon plus informelle aussi. Par exemple, l'entraide, où on voit toutes sortes de mouvements citoyens aussi dans les communautés, où il va y avoir un tissu social dans les quartiers qui va se créer, puis toutes sortes de projets. Donc, ça aussi, ça en fait partie, mais des fois, on pense pas que c'est du bénévolat si on prend cet exemple-là. Puis pour continuer avec une autre réponse à ta question, en fait, c'est ce qui est important d'après moi, c'est d'avoir ou de développer sa réflexion autour de son engagement. C'est un peu l'objectif de la chaire de leadership en engagement, d'aider les gens à développer leur réflexion qui fait en sorte que on se rend compte que oui, j'ai plein de petites causes comme ça ou auxquelles je participe.
moi, ça me satisfait, c'est bien. Et une autre personne pourrait se dire, ah oui, je me rends compte de ça, mais moi, j'ai plus envie de me concentrer à une cause parce que j'ai pas envie de me fatiguer, faire une forme de burn-out, d'épuisement, et ainsi de suite. Donc, la réflexion est importante pour arriver à comprendre quelle est la forme d'engagement je veux donner, je veux faire actuellement. Il y a un cycle de vie, comme l'a dit Marie-Noël. Et donc, il faut pas être prescriptif. Puis dans la définition tantôt, moi j'avais retenu le mot volonté, puis là avec ce que tu dis là d'être conscient puis d'avoir une réflexion, je pense que c'est quand même important de si quelqu'un dans le fond participe bénévolement mais juste je sais pas comment le dire là, mais comme juste comme des activités où tu sais il suit la gang puis il va faire un bénévolat, mais tu sais c'est pas nécessairement une personne engagée si c'est pas dans un état d'esprit, disons. Non, mais en fait, volontaire et actif, volontaire veut dire que c'est de son plein gré. Oui. c'est la principale définition. Mais actif, c'est parce que c'est pas juste, c'est pas passif, hein, c'est ça l'idée. Ouais. Par contre, il faut pas se dire que la personne, il y a des fois on s'engage parce que notre groupe s'engage. Ouais. Et ça c'est correct. Ou parce qu'on veut briser l'isolement, ou parce qu'on veut développer des compétences, puis même si des fois on peut mettre en valeur le fait d'avoir une cause qui nous tient à cœur, puis d'être dévoué, puis tu sais je pense puis je le partage cette idée-là de vouloir plus pour sa communauté, mais il y en a que c'est pas nécessairement ça qui va être leur première étincelle qui va faire en sorte qu'ils vont s'engager. Peut-être que ça en fait partie, mais la première raison pour laquelle les gens vont commencer à s'engager, c'est parce que ils veulent sortir de chez eux, rencontrer des gens, briser l'isolement, ou encore, je pense chez les jeunes, entre autres, c'est quelque chose qu'on peut voir, développer des compétences, de l'expérience, un réseau pour avoir une première expérience. Les personnes immigrantes aussi, c'est quelque chose qu'on va encourager pour avoir une première expérience au Québec, d'aller vers le bénévolat, pour comprendre le milieu, la culture, peut-être aussi pratiquer la langue si le français n'est pas leur langue première. Ouais. Donc, se créer des contacts. Ouais. Exact. D'ailleurs, la définition en anglais, social engagement, à la base, c'est simplement sortir de chez soi et faire des activités sociales. Ça n'a pas du tout le même sens que ce qu'on vient de donner. Et ce que dit Marie-Noël est très important parce que c'est souvent une première raison pour sortir. En fait, s'engager, c'est sortir de soi. Donc, sortir de chez soi et de rencontrer des gens, de se confronter à la réalité du monde et tranquillement décider d'agir pour des causes qui nous tiennent à cœur. Mais c'est un processus aussi, l'engagement. La définition le montre pas, mais c'est aussi un processus qui peut être tortueux, un parcours tortueux, mais qui est toujours beau quand on le regarde à posteriori. Ouais. Ça peut être vu un peu comme un cheval de Troie, mettons quelqu'un qui décide de faire ça initialement pour socialiser, mais peut se rendre compte finalement qu'il y a plein de belles choses qui se font dans sa communauté, puis finalement décide de s'engager vraiment pour la cause ou pour un organisme, puis parce qu'il y a quelque chose qui lui tient à cœur là-dedans. Donc ça peut se transformer aussi à travers le temps, les motivations. Ben c'est ça, dans le fond, vous avez comme répondu partiellement là, à une question que j'avais depuis un petit bout, c'est que tu sais j'ai souvent l'impression que les gens sont comme tu sais l'engagement, le bénévolat c'est tellement noble, là, tu sais, les gens qui font ça. Mais tu sais, moi, j'ai pas nécessairement le temps, puis tout ça. Puis on dirait que je me demande beaucoup qu'est-ce qui fait qu'une personne va comme être assise dans son salon, puis elle va rêver de comme changer le monde ou sa communauté, puis après ça, la journée où elle va décider vraiment de passer à l'action ou de s'engager dans quelque chose. Donc, je sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter par rapport à ça, mais là, on a déjà émis plusieurs pistes d'hypothèses, là. Oui. Mais quand on regarde au niveau des statistiques des enquêtes qui ont été réalisées, un des premiers éléments qui ressort pourquoi les gens vont s'engager, c'est l'aspect de plaisir, de sens, et de la cause, donc qui viennent en numéro 1. C'est 41%, dernier sondage léger fait avec le réseau de l'action bénévole du Québec, là, 2018. Donc 41% des gens qui disent vouloir faire du bénévolat pour le plaisir, un intérêt personnel puis pour la cause. C'est quand même majeur. Oui. Puis en même temps, c'est trois choses assez différentes. Hein? Oui. Faut que ça soit plaisant. Faut que ça soit lié à ses intérêts. Et il faut et donc les intérêts, c'est souvent lié à une cause. Ouais. Puis on va regarder à peu près une personne sur 5 qui va dire justement que c'est pour du développement de compétences, pour développer un sentiment d'appartenance, pour socialiser. Il y a encore des choses qui sont quand même distinctes, mais qui les amènent à sortir. Donc il y a peut-être une motivation initiale qui est un peu plus personnelle, un peu moins tournée vers la communauté.
en même temps, qui fait quand même qu'ils vont être là puis qui vont offrir de leur aide, de leur temps, de leur argent ou peu importe la forme que ça va prendre. Donc, on peut comprendre que la cause sociale, oui, est un élément, mais il y a toutes sortes d'autres motivations plus intrinsèques qui peuvent influencer quelqu'un finalement à s'engager dans sa communauté. Puis, pour faire du pouce un peu sur ça, c'est comme si dans l'engagement, il faut qu'à la fois qu'il y ait une cause altruiste, c'est l'autre, et égoïste pour soi. What's in it for me? Là? Qu'est-ce qui est dedans pour moi? Exactement. Puis on a tendance à certains avoir peut-être un certain puritanisme ou quoi que ce soit qui dit si il faut que ça soit absolument pour une cause ou peut-être un don de soi. Moi j'adhère pas à cette vision de l'engagement social. Pour moi l'engagement social pour qu'il ait du sens à long terme, comme le disait Marie-Noël, il faut que ça ait du sens pour la personne, pour ses intérêts. Donc à la fois égoïste au sens de pour soi et altruiste pour les autres. Et quand on arrive à transcender ce paradoxe ou cette contradiction, cette tension, c'est là, d'après moi, que l'engagement est le plus pertinent. Ouais. Puis les causes peuvent être vraiment diverses. Évidemment, on peut penser à des causes comme l'environnement, santé, services sociaux et tout ça. Mais une des causes qui est les plus populaires au Québec, en fait, c'est la grande famille des sports, loisirs, culture. Puis là, ça va du parent qui s'implique pour l'équipe de soccer de son jeune, mais aussi des bénévoles qui peuvent travailler dans le théâtre de quartier ou d'autres formes de bénévolat de ce genre-là. Et évidemment, du financement aussi donc des dons qui peuvent être faits à ce genre d'organisation-là. Alors, on n'est pas dans la cause sociale de cœur peut-être qu'on peut s'imaginer au départ. En même temps, c'est super important. C'est vrai, ça saute pas aux yeux nécessairement d'emblée, là. Exact. Ou mettons, je sais pas, je pense à Wikipédia il y a plein de gens qui investissent de leur connaissance, de leur temps finalement pour rédiger. Puis je nomme cette plateforme-là parce que c'est la plus connue, mais il y a toutes sortes d'autres façons de s'impliquer au niveau du web. Par exemple en créant du contenu aussi ou en faisant de la gestion de médias sociaux et compagnie. Donc ça aussi à la base on peut dire bon ben c'est pas une cause à la Braveheart finalement qu'on défend la veuve et l'orphelin. En même temps c'est quelque chose qui fait fonctionner aussi notre société et qui est super utile. Mais c'est un peu une question. Luc en début t'as dit que c'était très important dans la société, que c'était comme majeur le rôle que jouaient les bénévoles puis tout ça. Mais je sais pas si tu veux un peu expliciter l'importance finalement de l'engagement dans le fonctionnement de la société. Puis peut-être aussi, je me demandais si pour des organisations ou des entreprises, d'avoir des employés qui sont aussi des citoyens engagés, est-ce que ça fait une différence? Ben, de plus en plus, on voit des entreprises qui invitent leurs employés à s'investir dans des causes importantes pour eux et pour elles. Il y en a plusieurs, entre autres Industrielle Alliance, c'en est une que je connais bien parce que je travaille beaucoup avec elle, qui invite les employés à faire du bénévolat, à aller dans leur organisation, à s'impliquer dans des causes. Mais il y en a plein d'autres. La plupart des organisations maintenant le font, même des grandes organisations là. Ouais. Elles le font pourquoi? Elles le font parce que elles savent que c'est bon pour les employés. Surtout si les employés font des activités ensemble, ça crée une dynamique. C'est un peu comme plutôt qu'aller dans un bar, aller faire une activité ensemble. Donc il y a pour le team building, pour utiliser le terme consacré, c'est très bon. C'est aussi bon pour la réputation de l'organisation. Faut pas mettre ça de côté quand je disais l'égoïste, l'altruiste, c'est vrai. Et de plus en plus de gestionnaires qui sont partis de leur environnement et c'est pas des personnes qui sont là puis qui pensent uniquement à eux et à elles. Donc elles essayent, ces personnes-là, de trouver des activités qui ont un sens pour elles et pour leurs employés. Donc je pense que c'est vraiment gagnant pour les individus, c'est gagnant pour l'organisation et c'est gagnant pour la société. Après ça, il faut faire attention dans la manière dont c'est fait, que ça soit pas des repris pour des campagnes de marketing ou ainsi de suite. Il y a tout un travail de ce qu'on appelle le greenwashing, le fairwashing, le blablabla, le social washing, le pink washing, avec les entreprises avec les produits féminins où tout d'un coup tout est rose. Une fois qu'on enlève ça, là, ce qui clairement a pas de sens, mais il existe des belles initiatives dans plusieurs entreprises. Avant d'entrer en ondes, on parlait de certaines entreprises qui vont mettre des jardins communautaires, des jardins dans leur entreprise, ça peut être utile pour leurs employés. Vous voyez, c'est des petites choses et moi je
je suis d'accord avec ça, j'embrasse toutes ces belles initiatives-là, et j'essaie de garder un regard optimiste, mais sans être naïf, parce que c'est sûr qu'il y a tous les problèmes dont je vous mentionnais, mais soyons optimistes et que la grande majorité des activités qui sont faites de plein gré, de bonne volonté. De bonne volonté. Ouais. Vas-y. J'allais dire, pour faire du pouce sur ce que Luc vient de dire, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus les entreprises voir qu'elles sont des actrices aussi dans leur communauté et vouloir s'engager aussi parce qu'elles y croient. Il y a des humains derrière tout ça. Quand on regarde les gestionnaires, il y en a qui sont très investis dans différentes causes aussi parce qu'ils y croient, puis ils ont envie de dire, moi j'ai réussi avec mon entreprise, j'ai envie de redonner. Donc oui, il y a certains qui l'utilisent peut-être à des fins marketing ou pour faire plus de profit, mais il y en a aussi qui y croient. Et on va mettre peut-être notre spotlight sans nier le fait que il y a d'autres façons de faire aussi qui existent et peut-être d'autres intentions cachées, mais on peut quand même reconnaître l'impact que peut avoir les entreprises dans notre milieu. Mais c'est ça, en fait, j'avais comme envie de faire un lien entreprise-université, en fait, parce que, tu sais, on parle beaucoup, là, justement, de stimuler l'engagement, le bénévolat dans les entreprises, mais en fait, c'est comme une façon de faire, puis tout ça. Puis, en fait, les deux, vous enseignez à l'Université Laval, là, des cours en bénévolement, en bénévolat et engagement social. Puis, en fait, Luc, au début de l'entrevue, t'as dit que toi, une des raisons qui ont fait que tu t'es penché là-dessus, c'est que tu trouvais qu'on n'en parlait pas assez. Fait que j'aimerais ça peut-être un peu plus comprendre pourquoi vous avez mis sur pied ces cours-là, à qui ça s'adresse, c'est quoi l'objectif là, derrière ces enseignements-là. Ouais. En fait, ça vient autour d'une démarche qui part d'une nouvelle ligne qui a été rajoutée au plan stratégique de l'Université Laval. Oh, une nouvelle ligne. Mais pas nous. Non, pas une nouvelle façon de la rédiger où le terme engagement social est venu se rajouter. Et beaucoup plus mis en lumière. Et mis en lumière. Okay. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait à l'université? Donc, à l'université, il y a à l'université, on fait de la recherche, on fait de l'enseignement, puis on s'implique dans la communauté. C'est les trois piliers de l'université. Donc, la recherche, il y a un travail à faire sur quelle est la recherche qui se fait sur l'engagement, sur les différentes formes d'engagement, et aussi est-ce qu'il y a aussi ce qu'on appelle une recherche engagée. C'est le Engaged Scholarship. Donc les chercheurs, la recherche qu'ils font, est-ce qu'elle est liée à une cause à laquelle elle croit. Il y a aussi tout l'enseignement. Donc les cours que l'on enseigne. Est-ce qu'il y a des cours qui mettent l'accent sur ces aspects de ce qui se passe dans la société qui sont importants, qui sont souvent gris ou pas connus. Donc c'est là qu'on a décidé d'inclure un nouveau cours qui va à partir de 2020 s'appeler Gestion de l'engagement social des personnes et des organisations, dans lequel on met davantage l'accent sur l'aspect comment on gère tout ça? Parce qu'on est dans une faculté d'administration. Et il y a un besoin. Parce que c'est ça ce qui est drôle, c'est que lorsque, par exemple, une entreprise décide de s'engager dans sa communauté, les employés, tout d'un coup, deviennent des bénévoles. Et un bénévole, ça ne se gère pas de la même façon qu'on gère un employé. Non. Donc, il y a plein de... Et lorsque, par exemple... Emma Québec fait des campagnes de financement, il y a des bénévoles, les donneurs de sang et ceux qui aident qui sont autour quand il y a des campagnes à l'université, par exemple. Donc, il y avait tout cet aspect-là d'enseignement, s'assurer qu'on en parle plus. Et là, il y a eu un premier cours, mais il y a d'autres cours qui existent, qui peuvent être modifiés un peu pour inclure davantage cet aspect-là. Puis, il y a des nouveaux cours qui peuvent être créés. Puis, finalement, il y a l'implication. C'est de se rendre compte que à l'université, il y a énormément de gens impliqués dans toutes les facultés, que ce soit les étudiants, que ce soit les professeurs, que ce soit les employés, des formes d'engagement. Ça va de nez rouge à des bénévoles d'expertise, à Centraide. Il y a de l'engagement, il y en a partout, puis il faut le célébrer. Oui, c'est vrai. Donc, l'objectif de la chaire, c'est de célébrer l'engagement et de favoriser son enseignement et de favoriser la recherche autour des enjeux,
formes et des défis de l'engagement. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu justement rendre plus visible finalement quelque chose qui était très présent, mais c'est souvent un genre de travail invisible, là, tu sais, c'est quelque chose qui est pas nommé ou qui est pas considéré comme, je sais pas, là, comme sérieux, puis là c'est comme le nommer puis on met la lumière là-dessus. Là. Le nommer, et c'est important de le nommer, c'est important de le reconnaître, de le soutenir, parce que les êtres humains ont besoin de reconnaissance. On est des êtres qui avons besoin d'être reconnus pour nos efforts, reconnus pour nos résultats, reconnus comme êtres humains. Donc, c'est les 3 formes de reconnaissance. Et là, il faut que notre engagement social soit reconnu. Je disais tout à l'heure, hein, altruisme, égoïsme, ça va ensemble. Oui, l'objectif de la chaire, c'est de favoriser justement cette reconnaissance, mettre le spotlight, comme disait Marie-Noël, pour que qu'il y en ait plus. Parce qu'on parle pas du principe qu'il y en a pas, on parle encore du principe qu'il y en a beaucoup, mais on veut faire en sorte que ça soit encore plus connu. Ça soit encore plus florissant. Puis je pense, la recherche puis l'université aussi, le principe, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, puis de l'étudier, puis d'en parler, de l'enseigner. Moi, je regarde dans mon parcours de vie, comme je disais en début d'entrevue, d'avoir été beaucoup dans le milieu communautaire, mais j'observais l'impact qu'ont les bénévoles, les organismes à but non lucratif dans notre communauté. Puis je me disais, c'est fou. Si on retire tout ça, il y a plein de choses qui tombent, des besoins, des services qui sont pas offerts par personne d'autre et qui vont tomber. Et quand je m'impliquais, et je m'implique un petit peu moins, mais c'est ça, je m'impliquais beaucoup avec le Centre d'action bénévole de Québec et je faisais des conférences. Et une des statistiques qui m'a le plus marquée puis que j'ai envie de vous partager, c'est le fait que on a 2,2 millions de Québécois environ qui s'impliquent. Wow! Et oui, effectivement, soulignons-le, mais pour faire 268 millions d'heures, ce qui équivaut environ à 150 000 emplois à temps plein. C'est fou, ouais. Ouais. Quand on cumule tout ça bout à bout, c'est incroyable, c'est super beau. Alors oui, ça a été reconnu, ça a été mis en valeur, mais aussi l'idée des cours puis de faire de la recherche sur l'engagement social, c'est aussi de pouvoir mieux accompagner aussi l'engagement sur le terrain puis qu'il puisse y avoir des outils, des pratiques qui puissent redescendre. Parce qu'il existe un écosystème de l'engagement social qui est vaste. est très différent. Il y a différents acteurs dans cet écosystème. Bon, Marie-Noël vient de parler des centres d'action bénévole, mais il y a aussi, donc, il y a des donateurs, il y a des entreprises, il y a des individus, il y a le 2-1-1, il existe tellement de choses en lien avec l'engagement social. C'est tout un écosystème qui est là, puis plus on crée de liens entre ces organisations, ces acteurs-là, plus ça donne du sens, puis ça les aide à se propulser individuellement. Ça leur et donne de la socialement. force. Ouais, ça donne de la force à ces organisations-là aussi pour qu'elles puissent être plus présentes justement dans le milieu, répondre aux besoins finalement de la population, puis entretenir aussi le tissu social et les liens dans la société. Parce qu'il faut pas se leurrer, beaucoup d'organisations qui font un travail sur le terrain avec des gens ont énormément de problèmes à survivre, hein. Les coupes et l'austérité et tout, ça fait en sorte que c'est très difficile pour beaucoup de ces organisations-là de travailler, de faire leur travail correctement. En même temps, on a besoin de plus en plus d'elles. Et donc, je pense qu'il y a un autre aspect dans la reconnaissance, c'est de dire, ben écoutez, le gouvernement, écoutez les grandes organisations, vous devez aider ces petits acteurs-là qui font un travail sur le terrain à la sueur de leur front, et souvent aussi avec des conséquences. Quand on parlait de burn-out, c'est pas des blagues, c'est très sérieux. Ou de longues listes d'attente avec des personnes qui sont dans le besoin, qui peuvent pas avoir les services pendant ce temps-là, puis qui restent dans leur souffrance. Et si une personne qui s'engage en vient à se brûler, ben vous imaginez là, on perd une personne engagée, c'est terrible pour la société. Donc il faut aussi protéger les personnes engagées, surtout celles qui le font dans le cadre de leur travail, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il existe des emplois engagés. Je veux pas être normatif en disant qu'il y a des emplois plus ou moins engagés, mais il existe des emplois qui clairement sont liés à une cause tellement forte et qui demandent énormément d'efforts, et donc il faut que ces employés-là
ces organisations-là. Il faut les aider davantage. Il faut leur donner des outils. Il faut leur donner de l'argent. Il faut les reconnaître. On le fait, mais il faut encore plus le faire. Mm-hmm. Oui, puis il faut dire aussi, grâce à ces organisations-là qui mènent beaucoup de créativité aussi à répondre aux besoins et à être là avec la population, à accompagner, à accueillir les bénévoles aussi, puis à faire des collectes de dons. Il y a beaucoup d'énergie qui est déployée à tout ça, et tout ça pour le bien commun au final. Puis quand Luc parlait d'investissement au niveau de l'État, j'ai l'impression d'être Madame Statistique aujourd'hui. Mais une autre donnée qui m'avait vraiment marquée, c'est que pour $1 que l'État va investir au niveau des organismes à but non lucratif, les organismes, eux, vont régénérer $4 au niveau des services qu'ils vont développer. Mm-hmm. Donc, c'est fou l'impact que ces petits organismes-là, hein, quand on dit faire beaucoup avec peu, là, c'est vraiment l'exemple, clairement. Ben oui, vraiment. Ben non, mais c'est ça. Ben en fait, c'est pas une question. C'est juste que en vous écoutant parler, je réalise l'importance qu'a votre enseignement au final, parce que Luc t'a dit, tu sais, on gère pas des bénévoles comme on gère des employés. Puis en fait, c'est que, tu sais, je veux dire, des organisations qui gèrent des dizaines, des centaines de bénévoles, en fait, tu peux pas juste prendre ça comme les ressources humaines puis des employés. Puis il y a comme tout un travail de reconnaissance, puis d'appui, puis de soutien derrière ça. Fait qu'on dirait on dirait que je réalise la pertinence encore plus de ce que vous faites. Donc en fait, c'est juste bravo, là. En gros, c'est ce que je voulais dire. Ben, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné au début de l'interview, c'est qu'il existe, je suis assez fier de ça parce que c'est en équipe qu'on a fait ça, mais on a créé un programme à FSAU Laval qui s'appelle Gestion des organismes communautaires et leadership philanthropique. C'est un programme qui a été créé avec l'aide de Centraide et de Industrielle Alliance et qui vise à chaque année à appuyer une trentaine de coordonnateurs, coordonnatrices d'organismes communautaires c'est un programme d'1 an où à coup d'une fois par mois pendant 10 mois, on les rencontre un week-end en fait, puis sur des enjeux de gestion qu'ils ont. Et ça fait en sorte de donner un coup de main à ces organismes communautaires-là. Et aussi, l'objectif aussi, c'est d'aider la relève. Oui, on a les coordonnateurs, coordonnatrices, mais on va aussi, dans le cours du temps, essayer d'aider la relève pour faire en sorte que ceux qui vont prendre leur place, mais ils soient déjà à l'aise avec tout ça. Et ça, c'est un autre beau projet où des organismes, des entreprises et l'université peuvent collaborer pour le bien des organismes communautaires et des gens qui y travaillent. Mm-hmm. Puis l'idée, c'est qu'ils puissent aussi mieux s'adapter aux enjeux actuels parce que notre société est en transformation constante. Mm-hmm. Donc, la réalité de la gestion d'organismes dans les années 70 versus bientôt 2020, c'est plus du tout la même chose. Alors, comment accompagner aussi ces personnes-là pour qu'ils puissent faire face aux défis actuels et qu'ils puissent aussi être multitâches, hein, parce que il y a peu de ressources souvent dans les organismes. Les gens qui sont à la gestion des organismes sont très compétents à faire beaucoup de tâches diverses. Ouais, faut être polyvalent généralement. Ouais. Oui. Alors, l'idée aussi, c'est de pouvoir parler de thématiques peut-être avec lesquelles ils sont un peu moins à l'aise et d'autres avec lesquelles ils sont plus aussi à l'aise et de pouvoir renforcer finalement ces compétences-là et qu'ils puissent partager aussi ensemble leurs expériences, leurs outils puis leur vécu. Mais je trouve ça intéressant, tantôt tu as mentionné il y a pas longtemps le mot bien commun, puis là tu reparles que la société change beaucoup, puis je remarque comme dans les dernières années, c'est le mot, le terme, le concept de bien commun est en train de revenir, j'ai l'impression plus à l'avant-plan, et tant mieux, mais c'est vraiment quelque chose qui est en train je pense qu'on se rend compte qu'on est peut-être allé trop loin du côté, tu sais, individualisme, tout ça, puis on est en train de se resensibiliser à l'importance du partage, la communauté, tout ça, puis là, ça prend d'autant plus d'importance d'appuyer l'engagement social, finalement, dans ce contexte-là. Exactement. Il y a comme deux concepts qui sont revenus. Il y a, oui, le concept de bien commun, le concept de commun, ce qui ne devrait pas appartenir qui devrait pas être marchandisé. Et il y a un autre thème que j'aime beaucoup, qui est le concept de vivre ensemble, qui est de se rendre compte de son l'interdépendance entre les personnes et entre les communautés, et de la nécessité de trouver des moyens de mieux vivre ensemble. Mais là, on se rend compte que le vivre ensemble est affecté lorsque on est
très séparés, lorsque Clairement. lorsqu'il y a ce qu'on appelle un enclosure, c'est-à-dire que tous les biens, toutes les propriétés sont bien séparées entre des gens, puis qu'il n'y a plus d'espace commun. Parce que pour vivre ensemble, il faut avoir des espaces communs. Un jardin communautaire, une ruelle verte, et ça, malheureusement, pour avoir le vivre ensemble, il faut se réapproprier les communs, en faire la promotion. Ça, c'est un autre cours. On peut en parler longtemps. Mais les deux termes vont ensemble, et donc tu as tout à fait raison de dire que ces mots-là reviennent, refont surface, et ça aussi, il faut davantage en parler, l'expliquer et le promouvoir. J'avais envie de vous poser une question liée à une petite expérience personnelle, en fait. Moi, quand j'étais au secondaire, j'avais des services communautaires obligatoires. En fait, fallait faire du bénévolat. Puis, de mon expérience personnelle, pour de vrai, ça a pas été une super expérience parce que c'était quelque chose d'imposé. Il fallait que je note mes heures, tout ça. Puis, sinon, je passais pas mon cours. Puis, je me demandais si, là, on parle beaucoup d'enseignement universitaire, s'il y aurait pas moyen, peut-être, de plus jeunes, au primaire, au secondaire, d'essayer d'enseigner ou de stimuler les jeunes à se sentir engagés sans qu'ils s'y sentent contraints. Parce qu'au final, moi, mon expérience, c'est que j'étais contrainte à faire quelque chose qui, au final, me tentait pas tant. Puis c'est ça. Fait que là, ça a comme teinté un peu le reste. Puis je me dis, est-ce que je pourrais leur demander... L'importance dans la définition, je pense, du mot avec son consentement. Le concept de volontaire, en lien avec une cause qui nous tient à cœur, elle avec nos valeurs puis nos aspirations. Et donc là, je sais pas comment ça se faisait dans ton école secondaire, mais clairement, si on dit, il faut tous aller à tel endroit, puis faites vos heures, puis voilà, cochez. C'est moins pertinent que si il y a un travail au préalable pour essayer de faire en sorte de faire émerger les besoins, les désirs, les aspirations, les valeurs de chaque personne. Peut-être après ça de voir que certaines personnes vont vouloir le faire seul dans leur coin, d'autres personnes vont vouloir se regrouper et le faire en groupe, mais il faut en parler, il faut absolument tenir compte des aspirations des pauvres élèves à qui on demande ça. Et il faut qu'il y ait une certaine latitude, une certaine flexibilité. Alors là, j'ai l'impression de ce que j'ai entendu dernièrement que ça s'est amélioré. Je ne vais pas mettre de nom. Ça s'est amélioré. Mais Marie-Noël a très bien, il faut qu'il y ait l'aspect volontaire. Ça peut prendre plusieurs formes, mais il faut qu'au bout du compte, lorsque la personne fait le geste, qu'elle le fasse volontairement. Et je suis certain que 99,9% des élèves, si on travaille en amont avec eux, vont se trouver une cause qui correspond à leurs valeurs, à leurs aspirations. On parlait de plaisir, d'intérêt, je comprends la tantôt. pertinence du geste, mais c'est juste que, moi, dans mon souvenir, c'était tellement comme obligatoire puis imposé, c'est juste qu'après ça te donne plus le goût de continuer dans une voie comme ça, là. Ouais. Et que je me disais, si c'était amené autrement, peut-être dans les programmes scolaires, puis avec ce que tu dis, Luc, je trouve que ça l'ouvrirait les horizons, puis dans le fond, que chaque personne pourrait vraiment comme définir ce en quoi elle veut s'impliquer, là. Moi, c'était vraiment, on va toutes là, tu sais. Mais j'ai beaucoup aimé mon expérience au secondaire. Mais non, mais c'est hyper intéressant parce que les expériences qu'on a quand on est jeune sont celles qui vont avoir un impact sur comment on va voir notre engagement social plus tard. Donc c'est important quand on est enseignant au primaire, au secondaire ou même au collégial d'avoir un esprit ouvert puis de faire attention parce que on a un impact à long terme dans nos actions. Fais ça, va-t'en dans cet endroit. Mais l'idée, c'est de pas décourager les jeunes finalement à continuer de s'engager dans le milieu. Non, c'est ça. Puis pour en revenir au secondaire, t'avais mentionné aussi l'exemple, Marie-André, que souvent, en tout cas, nous deux, notre expérience, c'est que les personnes qui étaient impliquées, par exemple, dans des comités, c'était toujours les mêmes, tu sais, qui étaient sur tous les comités. Là, de ce que j'ai compris que c'était probablement ton cas, Marie-Noël, de ce que j'ai compris. Mais pourquoi c'est autant comme, tu sais, les mêmes personnes s'engagent dans autant de choses puis les autres font comme rien? Je pense, pour commencer, il y a la notion de sens pour moi qui est importante. Quand on parle de plaisir, de cause, il y a en quoi ça fait sens pour moi dans ma vie de m'engager.
Puis quand tu parlais dans ta jeunesse, comment on peut peut-être y aller plus en amont pour intéresser les jeunes, mais quelque chose qu'on observe dans la littérature, dans les recherches, c'est l'influence des parents. Donc, un jeune qui s'en va faire une implication avec ses parents, qui va faire du bénévolat ou qui va faire un don, ou c'est banal, mais juste des exercices de citoyenneté au sens large aussi. Je voyais pour le vote des élections fédérales, une maman qui était allée avec ses 3 enfants, puis qui expliquait finalement tout le principe démocratique. Donc, c'est toutes sortes de petits gestes comme ça qui apprennent aux jeunes « Hey, je fais partie de quelque chose de plus grand et je peux contribuer moi aussi à ma façon et trouver ma place. » Donc, pour faire du pouce sur ce que dit Marie-Noëlle, aux élections partielles qui ont eu lieu le 2 décembre, mais il y avait aussi un bulletin de vote pour les enfants, pour que les enfants puissent voter. Donc, c'est aussi, c'est important de faire ces petits gestes citoyens-là, sont appris très jeunes. Mais j'aimerais ça revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. C'est toujours les mêmes qui s'impliquent dans les comités. Moi, j'ai une expérience à l'université où moi j'étais du genre impliqué dans tous les comités. Puis j'avais un ami qui venait jamais, qui participait jamais, puis qui était pas impliqué dans tous les comités. Puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que lui, il faisait 10 heures par semaine de bénévolat pour Suicide Action Montréal. Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut s'impliquer dans le cadre scolaire. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Et là, tout d'un coup, quand j'ai su ça, puis j'ai compris que ça demandait d'être au téléphone avec des personnes qui ont besoin d'aide. Là, je me suis dit, peut-être que oui, mon engagement pour créer un party, c'est bien, mais le sien est bon. Alors, depuis ce temps-là, j'ai toujours j'ai gardé un esprit ouvert parce que justement, les gens s'investissent dans différentes causes. Donc, c'est important de pas dire si tu t'investis pas dans la cause à l'école que tu n'es pas investi dans d'autres causes. Cela étant dit, il faut apprendre ça, qu'il y avait cette personne-là qui le faisait. Quand on a commencé à en parler, ben il y a d'autres personnes qui ont décidé de se joindre à lui avec à l'époque Suicide Action Montréal. Donc c'est important quand on fait d'en parler, de pas le garder pour soi. Parce qu'on peut faire des petits. C'est vrai. On peut faire des Je pense que c'est peut-être souvent vu, les gens qui osent pas en parler veulent peut-être pas avoir l'air de se vanter, de comme donner de leur temps ou donner de leur argent, peu importe, mais fait que c'est pour ça qu'on je sais pas, on garde ça pour soi. Je pense qu'il faut se vanter un peu, juste assez pour que ça donne le goût à d'autres personnes de le faire. C'est une question de degré, hein. C'est peut-être notre passé judéo-chrétien, là. Mais juste assez, là. Faut pas trop se vanter non plus. Mais c'est vrai, moi, les personnes les plus engagées que je connais n'en parlent à personne. C'est comme leur action personnelle, ils font leurs petites affaires, puis si tu poses pas de questions ou si tu les connais pas bien, tu sauras jamais qu'ils s'impliquent à ce point-là dans leur quotidien. Donc, c'est ça, peut-être le passé judéo-chrétien, je sais pas, là, mais et pourtant, c'est quand même Dieu assez sait fascinant. comment ça peut avoir une influence, puis encourager les gens. Il y en a qui vont s'impliquer, qui vont aller faire une activité parce que quelqu'un leur en a parlé. Même je regardais dans ma mode, dans mon entourage, je vois des fois passer sur Facebook pour des anniversaires, justement donner à une cause plutôt que m'offrir un cadeau, et créer une campagne sur Facebook pour faire des dons. Ou j'ai une amie que j'ai vu passer à un moment donné à l'organiser pour ma fête. Moi, je veux qu'on aille tout à Emma Québec pour aller donner du sang. Puis j'étais comme, c'est donc mais cool. Quel party original. Peut-être un petit peu moins d'engouement à la fin, un peu moins d'énergie. Donc, les médias sociaux peuvent être utiles lorsque ça va au-delà du like. Oui, c'est clair. Puis, pour terminer, en fait, je voulais en revenir. Tu sais, nous, on travaille dans le milieu de l'agriculture urbaine. On parle souvent de ce sujet-là au podcast. Puis, on se demandait si, d'après vous, c'est un milieu qui est un bon vecteur d'engagement. Est-ce que vous voyez ça comme un domaine qui suscite l'engagement ou qui appelle le besoin peut-être de bénévoles? Ou... Je voulais vous entendre là-dessus. Clairement, pour moi, moi, je regarde, évidemment, avec ce que les urbainculteurs font, mais je pense à plein d'autres petits organismes et de comités citoyens et de gens qui font plus spontanément des actions aussi on parlait de bien collectif, donc dans cette idée-là, je pense que de plus en plus les gens sont conscients des enjeux climatiques actuels, comment va notre environnement, puis il y a comme une idée de rapprochement, je trouve, qui est super belle ces temps-ci par rapport à des pratiques
dites un peu ancestrales, entre guillemets, donc de revenir à certaines valeurs traditionnelles, mais en les adaptant au goût du jour. Puis l'agriculture, je pense, en fait partie. Ouais. Ça, puis le tricot. Donc, on revoit de plus en plus des bacs sur les balcons, les jardins communautaires. Les ruelles vertes. Les ruelles vertes, effectivement, c'est super beau. Puis, tu sais, je pense à des projets comme Croque ton quartier avec les forêts nourricières aussi, pour ne nommer que cet exemple-là, parce qu'il y en a plein des forêts nourricières qui sont en train d'éclore partout au Québec. Même des villes aussi qui s'embarquent là-dedans pour créer des écosystèmes plus verts pour leurs citoyens. Je trouve ça super beau et nourrissant. Et en plus, c'est des bénévoles beaucoup. Oui, il va y avoir des employés des fois qui vont être à la gestion de ça, la logistique, mais beaucoup de ces initiatives-là partent d'initiatives citoyennes, de gens qui avaient envie d'un plus bel espace. Luc parlait tantôt d'espace commun pour se réapproprier. Ben, c'est beau quand il y a de la verdure. Puis en plus, si c'est bon pour la santé, puis qu'on peut avoir des bons légumes frais, c'est d'autant plus intéressant. Puis juste pour le fun, pour me préparer pour venir à l'entrevue, j'ai fait une petite recherche en allant sur le répertoire 211 pour Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches en mettant le mot jardin. Et j'ai eu 282 organismes qui sont ressortis. Et là, j'ai pas fait une recherche en regardant chacun comment il l'intégrait, mais ce que je voyais souvent, c'était qu'ils parlaient qu'il y avait un jardin communautaire qui était adjacent dans leur service pour intégrer d'une quelconque façon la socialisation, le développement de compétences, le rassemblement de citoyens dans leur organisation. Donc, un autre bel exemple, justement, que l'agriculture urbaine peut être adaptée à plusieurs sauces, finalement, tant pour des maisons de la famille que des organismes en alphabétisation ou dans la lutte à la pauvreté pour rapprocher les aliments sains, finalement, des citoyens. Je trouve que c'est vraiment, mais Marie-Noëlle l'a très bien exprimé, je crois que c'est un lieu d'engagement qui est essentiel, qui prend de plus en plus de place dans la société et qui combine à la fois le bien-être d'autrui et le bien-être pour soi, parce que si, par exemple, on prend l'exemple d'un jardin communautaire, quand on le mange, notre concombre, on maudit qu'il est bon. Puis on est fiers. On est fiers de l'avoir. Et donc, c'est une manière de s'impliquer dans son monde, dans son environnement qui est très belle. Puis moi, que plus j'en vois, lorsque je retourne à Montréal et que je vais dans les ruelles vertes, je suis en admiration devant ce qui est fait et devant le travail des citoyens des deux côtés de la ruelle pour la créer. Puis là, c'est juste un exemple. Les jardins communautaires, ainsi de suite. Les jardins collectifs aussi, qui est une autre belle façon de s'impliquer. Ouais. Puis ce que je trouve beau aussi, c'est l'appropriation. On disait, on est fiers de manger notre concombre ou notre kale qu'on a fait pousser nous-mêmes. Mais même au niveau de notre santé, nos économies, même moi je vois, tu sais, pendant l'été à quel point mon coût de panier d'épicerie coûte pas mal moins cher parce que j'ai plein de produits frais qui viennent de mon jardin finalement, puis que je suis fière d'avoir fait pousser, puis qu'en plus j'ai pu partager avec des gens dans le jardin, échanger sur des pratiques. Le partage est souvent très important avec le jardinage, là, c'est comme un lien, l'abondance du jardin fait que tu partages avec les autres. Exact. Combien de fois j'ai écrit sur Facebook, j'ai trop de tomates, venez m'aider. 4 plants de courgettes. Il y a une chose que j'aime, c'est que travailler avec la terre, comme vous le faites et comme plein d'organismes le fait, travailler avec la terre, ben ça nous ramène à une certaine humilité. Hein? C'est-à-dire, on est ici sur la planète nourricière. Et il faut faire preuve d'humilité. Tout à l'heure, tu parlais du MOOC. Une des valeurs du MOOC dont on fait la promotion, c'est l'humilité. Puis humilité, ça veut dire, ça vient de humus, qui vient de terre. Et donc, travailler dans un jardin, travailler avec la terre, ça nous rapproche de la mère notre mère nourricière, notre terre-mère nourricière. Et ça nous, c'est comme si ça nous recentrait. Là, ça, c'est bon pour notre chakra. Là, ça nous recentre. Oh, wow! On dirait que je sais pas comment terminer tout ça, c'est tellement beau. En vous remerciant, Marie-Noëlle et Luc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir parler avec nous. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Ça a été vraiment super agréable de jaser avec vous. Comme le soulignait Luc avec justesse, le jardinage nous rend plus humbles, puis l'humilité sous-tend justement une bonne partie d'engagement social qui reste un travail
peu vu pour ce qu'il est et peu discuté. Le recrutement puis la mobilisation des bénévoles, ça peut toutefois être un enjeu complexe et on comprend bien la pertinence que peut avoir une formation en ce sens. Comme Marie-Noëlle le soulignait, le nombre d'heures de travail qui est accompli chaque année sous forme de bénévolat, c'est comme complètement hallucinant. Tout ça, ça en fait du monde à gérer puis des opérations à coordonner. On a donc voulu s'entretenir avec une personne qui fait ça comme travail payé, de coordonner des bénévoles dans un organisme où l'implication volontaire est la base du roulement de leurs opérations. On rejoint Hélène Fowler, qui est coordonnatrice des bénévoles au Centre Paul Roulant à Montréal. On vous a déjà présenté cet organisme il y a peu de temps, en fait, dans l'épisode 30 de Mâche Patate qu'on vous invite à écouter. Mais pour résumer, il s'agit d'une popote roulante qui livre les repas du soir à de très nombreuses personnes, entre autres à mobilité réduite. Puis la préparation des repas, leur emballage, leur livraison, ça repose tous sur le bénévolat tous les jours, en plus d'autres de leurs activités. Donc c'est vraiment un superbe organisme qu'on trouve ultra inspirant et donc on en discute avec Hélène. Alors, Hélène, pour mieux comprendre l'importance de ton poste au Centre Paul Roulant, est-ce que tu pourrais nous mettre en contexte puis nous expliquer qu'est-ce que représente l'implication bénévole dans le fonctionnement du roulant? Donc, les bénévoles sont vraiment au cœur de tout ce qu'on fait au roulant, en fait. Donc, on a le programme de la popote roulante qui roule pendant toute l'année. Pour la popote, il y a des bénévoles qui nous aident à préparer nos repas, à les emballer, puis aussi à les livrer dans la ville. Mm-hmm. On a aussi un programme d'agriculture urbaine où on a des bénévoles qui nous aident à prendre soin de nos jardins. On a aussi des collectifs de bénévoles qui font plusieurs choses. Il y a un collectif d'apiculture, un collectif qui fait la cueillette de fruits urbains, un collectif qui fait pousser des champignons dans le sous-sol, un collectif, je vais oublier un collectif. Il y en a 5. Il y a aussi, on a un atelier de vélo communautaire, puis on a aussi du vermicompost dans le sous-sol. Donc, on a des bénévoles impliqués à tout niveau, puis en total, on a entre 1500 et 2000 bénévoles par année qui nous aident avec nos projets. Donc, on a comme 15 à 25 personnes de notre personnel, mais c'est vraiment les bénévoles qui forment la plus grosse partie des personnes qui font notre travail. Uh-huh. Et dans le fond, s'il n'y avait pas de bénévoles, le roulant pourrait pas fonctionner, si je comprends bien. Absolument. C'est vraiment, nous, on organise les bénévoles, mais c'est les bénévoles qui font la plupart du travail du roulant. Au quotidien, là, tous les jours, il vous faut des gens tous les jours. Ouais. Mm-hmm. Il y a des gens qui travaillent dans notre cuisine actuellement. Ah, c'est super. Puis, je me demandais comment vous faites pour recruter une telle quantité de gens au quotidien ou par année? Mm-hmm. Honnêtement, on est très chanceux. On existe depuis presque 25 ans et maintenant, c'est vraiment plus juste de bouche à l'oreille. Il y a beaucoup de gens qui nous connaissent à travers leurs amis, leur famille. Il y a des gens qui viennent, par exemple, en voyage de la France, qui ont entendu parler du roulant, je sais pas, par la télé ou des autres personnes qui ont déjà voyagé. Donc, parfois, on fait des visites aux écoles ou aux centres communautaires, mais c'est plus juste les gens s'en parlent puis ils arrivent. C'est vraiment parfait, ça. Vous avez pas trop de travail de recrutement à faire. C'est comme s'il y avait déjà une notoriété à votre organisme. C'est super. Puis, quel genre de personnes s'impliquent? Est-ce que vous avez des gens de tous âges, de toute occupation? Je sais pas, est-ce que c'est surtout des étudiants? À quoi ça ressemble un peu les bénévoles, finalement? C'est vraiment une mélange de différentes personnes, de différents milieux. Mais on dit souvent que ce sont des personnes en transition. Donc, si on imagine, par exemple, quelqu'un qui vient de déménager à Montréal, qui cherche à trouver sa communauté ici, quelqu'un qui vient de prendre sa retraite, quelqu'un qui est venu avec, par exemple, son conjoint qui a un permis de travail, mais cette personne n'a pas de permis de travail, donc elle fait du bénévolat juste pour avoir comme, premier pas dans la communauté. Mais c'est surtout les personnes dans une période de transition dans leur vie. OK. Puis, comment, dans le fond, il doit y avoir un aspect là, d'accueil. Comment vous faites justement pour accueillir toute cette masse de gens-là, puis aussi qui se sentent comme investis dans la mission de l'organisme, un peu comprendre comment ça fonctionne. Puis, dans le fond, tu as quand même nommé 5 comités différents, plus toute la popote roulante. Donc, comment ça fonctionne, l'accueil de tous ces gens-là, finalement? Mm-hmm. Honnêtement, c'est une des choses que j'apprécie le plus à propos de cet organisme, c'est qu'on a, même si on a comme 200
2000 personnes qui nous aident pendant l'année, on a quand même une sorte de touche humaine, comme on essaie le plus possible d'accueillir les gens comme individus et pas juste comme des petites parties d'une machine qui fait des repas. Donc oui, on a toujours du gâteau pour les bénévoles quand ils arrivent pour faire les livraisons, par exemple. Et on fait beaucoup de cartes à la main pour remercier les gens, pour célébrer leur fête, pour juste leur remercier. C'est impressionnant, ça, quand même. C'est comme beaucoup de travail. Faut... On fait beaucoup de cartes. Ouais. Mais garder le calendrier de ça aussi, là, c'est quelque chose. Quand même. Oui, absolument. Mais c'est important quand même parce que ce qu'on fait, c'est on crée une communauté et on veut que chaque personne qui entre dans la communauté se sente valorisée, accueillie, comme importante. Et je pense que on fait une bonne job de ça. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que on connaît des détails personnels de vraiment beaucoup de personnes qui s'impliquent comme bénévoles et je trouve ça super important. D'ailleurs, on témoigne, aux Urbainculteurs, on est allé visiter le Centre Paul Roulant à l'automne 2018, puis juste être là, être sur place, on sent comme le côté humain, là, comment c'est accueillant comme espace, là, c'est vraiment, vous le reflétez bien, là, c'est le fun à vivre. Oui, il y a vraiment comme beaucoup de couleurs, beaucoup de choses faites à la main, c'est comme très vivant, un peu chaotique parfois, mais très humain. Ouais. Puis justement, cette masse de bénévoles-là, qu'est-ce qui, selon toi, fait que ces gens-là vont comme, je sais qu'il y a un aspect reconnaissance, mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont revenir semaine après semaine ou quotidiennement pour s'impliquer dans l'organisme? Je pense que ça dépend de la personne, mais souvent, je pense que c'est le sentiment d'appartenance à une communauté. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour rencontrer d'autres personnes, pour participer dans quelque chose comme plus grand qu'eux. Il y a aussi l'aspect de faire quelque chose de valorisant et je sais pas comment dire, comme quelque chose d'important, d'avoir le sentiment de redonner à la communauté. Puis il y a aussi des personnes, je pense, qui viennent pour apprendre des nouvelles choses. Donc, par exemple, surtout dans le programme d'agriculture urbaine, on fait des ateliers à propos de comment faire un jardin, comme sans avoir un jardin, pour que les gens puissent repartir avec des nouvelles connaissances pour pouvoir jardiner et faire leur propre nourriture chez eux. Donc, il y a aussi une partie d'apprentissage. La transmission du savoir, c'est quand même une clé, là. C'est ça, tu donnes du temps pour un organisme, mais en même temps, si tu reviens avec des connaissances neuves à la maison, c'est vraiment super. Puis moi, ça m'a amené une petite question. Tu sais, tu parlais vraiment de l'accueil d'individus. Justement, toi, en tant que coordonnatrice des bénévoles, faut quand même que tu gères au quotidien des dizaines, voire des centaines de personnes. Est-ce que ça l'amène un aspect plus complexe, justement, chacun a sa personnalité, ses petits tocs ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est un enjeu, justement, d'avoir à gérer toutes ces personnes-là? Oui, c'est ma job. C'est comme tout le monde vient pour différentes raisons et tout le monde vient avec sa propre expérience de vie, sa propre personnalité. Donc, c'est sûr que si on a des centaines de personnes dans une classe en travaillant ensemble, il y a parfois des personnes qui s'aiment moins bien. Donc, c'est sûr qu'il y a... Oui, il y a si on parle de l'aspect humain de tout ça, il y a aussi l'aspect de aider les gens à travailler ensemble, mais ça fait partie de travailler avec les êtres humains. Donc, c'est sûr que c'est parfois un peu difficile, mais ça fait partie de créer une communauté où les gens peuvent être eux-mêmes. Puis juste réussir à comme remplir votre calendrier, là, justement, le fait que vous ayez besoin de gens à tous les jours, comme ça, j'imagine que c'est quand même un enjeu de recruter, pas de recruter, mais justement que tous ces gens-là puissent bien se répartir les différentes tâches, de être sûr que les gens sont au rendez-vous au moment où ils ont dit qu'ils allaient être, tout ça. Est-ce que il y a beaucoup de travail à mettre là-dedans ou généralement ça se passe assez bien? Ça dépend de l'époque de l'année. Donc, par exemple, en ce moment, on a vraiment beaucoup d'intérêt. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur les horaires
tout seul. Mais il y a d'autres parties de l'année où on a besoin de travailler très fort pour trouver des gens pour remplir les places, parce que c'est vrai que la popote roulante roule à chaque jour, chaque semaine, pendant toute l'année, 5 jours par semaine. Donc on n'a pas le choix si c'est une période de l'année où il y a moins de monde qui est disponible. On a quand même besoin d'avoir un certain nombre de personnes. Mais je dirais que ça dépend de l'époque de l'année. Puis c'est vraiment un mélange de personnes qui viennent d'une façon régulière, comme 3 fois par semaine à chaque semaine, et de personnes qui viennent juste comme 1 fois, 2 fois. Puis aussi des groupes communautaires, des groupes d'école, des groupes corporatifs. C'est vraiment gérer tout ça, ça peut être compliqué, mais c'est quelque chose que j'apprécie quand même. Ah, ça doit être dynamique. En tout cas, il faut savoir s'envirer rapidement. Puis justement, là, si en t'écoutant, là, il y a des gens qui se sont sentis inspirés là, par la mission là, du roulant, puis qui voudraient s'investir, est-ce que tu pourrais nous dire où ils pourraient prendre de l'information? C'est très, très facile, en fait. Il faut juste venir à une séance d'information où on fait une visite de l'organisme. Puis après ça, c'est vraiment à chaque personne de choisir leur propre horaire, puis c'est tout. Donc, il faut juste soit aller sur notre site web qui est centrepoderoulant.org ou nous appeler. Est-ce que je donne le numéro de téléphone? Ben oui, oui, pourquoi pas. Donc, c'est le 514-284-9335. Puis ça serait avec moi, Hélène. Super. Et puis on n'a pas posé la question, mais est-ce que ça se passe juste en français le bénévolat? Non, c'est vraiment un mélange. Donc il y a des gens francophones, anglophones, bilingues ou je ne sais pas comment dire, autrephones. Mais on essaie d'avoir de la place pour tout le monde, peu importe la langue, peu importe la situation sociale, peu importe le niveau de mobilité, par exemple. On essaie que ça soit accessible à tout le monde qui veut s'impliquer. Donc vraiment, si tu as un intérêt de participer dans notre mission, tu es le bienvenu ici, on va trouver une façon de travailler avec toi. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est une chose qui nous avait beaucoup marqué lors de notre visite, là, l'aspect inclusion, là, qui est comme vraiment fort et impressionnant, là. Dans le fait, je veux dire, il y a vraiment une place pour tout le monde, là. Nous autres, ça nous avait beaucoup ému puis inspiré. En tout cas, bravo, franchement, c'est vraiment super. Merci. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que si on veut bâtir une communauté qui représente notre communauté à Montréal en général, il faut qu'on ait de la place pour tout le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille très fort sur ça. Puis, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et important que les gens sachent que peu importe leur situation, ils sont les bienvenus ici. Super. Eh bien, bravo pour tout le travail que vous faites. Puis, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous, Hélène, aujourd'hui, de nous expliquer ça. Absolument. Ben, merci beaucoup, Hélène. Alors, si vous êtes dans la région de Montréal et que vous avez envie de donner un coup de main et de vivre par vous-même l'expérience du roulant, Hélène nous disait hors d'onde qu'ils allaient avoir particulièrement besoin de bénévoles pendant la période des fêtes qui s'en vient, donc on vous invite à aller les voir. Depuis le début de l'épisode, on parle d'engagement, de ce qui peut motiver chaque personne à passer à l'action, mais on en parle un peu de façon extérieure. Alors, on a voulu valider toutes ces belles paroles en s'entretenant directement avec une citoyenne qui est très engagée. Julie Moffett, qui est chargée des communications et coordonnatrice des projets à la Fondation Monique Fitzbach. Ça, c'est son travail. Mais Julie est aussi très impliquée dans plusieurs comités. Elle est fondatrice et bénévole pour le projet Matinée 4G à Limoilou. Elle est fondatrice du Club Nature de la région de Québec, administratrice du Moulin des Jésuites de Charlesbourg, administratrice du conseil de quartier du Vieux-Limoilou et elle est très impliquée auprès de 100 degrés. Donc, on voit que c'est vraiment une citoyenne engagée. Bonjour, Julie. Bonjour. Bienvenue à Mange Patate. Merci. D'entrée de jeu, est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours été très engagé dans ta vie? Est-ce que, par exemple, tu étais impliqué dans tous les comités de ton école secondaire? Ah, je regrette tellement de ne pas l'avoir fait, mais au secondaire, pas beaucoup. Moi, ça a un peu commencé au cégep. Là, j'étais dans le comité vert. C'était un comité qui était très petit, pas très structuré. Finalement, c'était plus un comité social de hippie que d'autres choses. Donc, vraiment, moi, l'engagement, ça a été beaucoup à l'université que ça a commencé dans mes années universitaires. Vers la fin de mon bac, je suis tombée enceinte de mon premier garçon. Puis je pense que c'est là que j'ai eu le déclic de je veux, tu sais, donner un monde meilleur à mes enfants. Puis je me suis comme
commencé à m'intéresser à certains enjeux qui me touchaient particulièrement, tu sais, par rapport à la santé, à l'environnement, tout ça. Puis c'est ça, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à m'impliquer dans des projets justement en lien avec les enfants, l'environnement, l'éducation. Mais au départ, j'avais pas nécessairement des gens dans mon entourage ou ma famille là, qui étaient vraiment très impliqués. Là, donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'est allumé à un moment donné là. Mais moi, ça m'impressionne la quantité, tu sais, de projets dans lesquels t'es impliqué. Puis on dit souvent, en général, qu'on est débordé, tu sais, tout le monde a comme un rythme de vie de fou. Fait, où est-ce que tu trouves le temps pour t'impliquer autant? Ouais, j'ai beaucoup ce commentaire-là, là, de je sais pas comment tu fais. Puis en fait, tu sais, ça fait beaucoup, mais c'est pas des choses qui sont nécessairement hebdomadaires, là, que je mets 10 heures par semaine. Tu sais, il y en a que c'est... Il y a des CA, par exemple, c'est des implications aux 2 ou aux 3 mois. Il y en a d'autres que c'est à tous les mois, comme le conseil de quartier. Donc, j'ai vraiment, je pense que c'est vraiment une compétence qu'on développe quand on est un peu comme moi, hyperactive en engagement. On développe vraiment une façon de garder un équilibre dans sa vie familiale, sa vie professionnelle, puis ses engagements. Donc ça, je suis quand même rendue bonne là-dedans. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, il y a plein de profils d'engagement, de gens engagés. Puis moi, j'ai un peu le profil de, tu sais, je suis la fille qui aime pas avoir rien à faire, puis qui a besoin de défis, puis qui est sociale, tout ça. Donc, tu sais, j'ai le profil de quelqu'un qui va répondre oui à toutes les bonnes idées qu'elle entend. Mais, tu sais, il y a toutes sortes de façons de s'engager, là, que ce soit juste au niveau municipal, tu sais, d'avoir une passion pour la politique municipale, d'appuyer un conseiller, ou, tu sais, ça peut être dans la famille, d'avoir un projet, de soutenir quelqu'un qui veut passer à travers ses études. Il y a tellement de façons de faire. Puis je pense que c'est important aussi de montrer qu'il y a plein de façons de s'engager. Là. Il n'y a pas juste le profil de la personne, tu sais, que c'est ça, là, qu'il y a 10 projets à jongler. Là. Mm-hmm. Puis je pense aussi que dans la vie, comme plus on est engagé, puis plus on a de projets différents, ben un peu comme tu le dis, là, on apprend on apprend à gérer notre temps, mais souvent, c'est les gens qui sont impliqués dans le plus de projets qui arrivent à trouver le plus de temps pour faire d'autres choses. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque souvent. Là. Ouais, c'est drôle, hein? on sait qu'on est capable d'en caser dans notre horaire, fait que pourquoi pas une plus? Ouais, non, c'est ça. Puis en même temps, c'est comme toujours un peu limite, là, des fois, là, parce que, tu sais, moi, j'ai tendance, justement, souvent à vouloir m'engager dans des nouveaux projets, puis il faut que j'apprenne à revoir... Oui. OK, tu sais, est-ce que vraiment je vais pouvoir m'engager? Est-ce que je vais pouvoir livrer ce que j'ai promis que je pourrais livrer ou ce que je voudrais livrer? Donc, ça devient vraiment, c'est ça, d'apprendre aussi à faire ses choix. À pas se brûler. Hein, exactement. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de t'engager? Puis, au personnel ou au niveau familial ou dans ta vie au quotidien, qu'est-ce que tu vas chercher là, comme drive ou comme petit bonbon là, derrière tout ça? Là? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, ça m'apporte plein d'affaires, puis je pense qu'il faut vraiment le vivre, tu sais, pour comprendre qu'est-ce que ça peut t'apporter. Tu sais, on dirait, on essaie souvent de dire aux gens de s'engager en leur disant vraiment rationnellement les bénéfices de l'engagement, puis, tu sais, je pense qu'il faut vraiment, au contraire, tu sais, mettre le pied dans la porte puis commencer à s'engager un petit peu pour voir tout qu'est-ce que ça peut t'apporter. Puis c'est ça, c'est pour ça, moi, souvent, je dis pas aux gens, engage-toi pour telle raison, je leur parle de mon engagement, tu sais, de pourquoi je m'engage, qu'est-ce que ça m'amène, j'ai vécu une belle expérience, j'ai rencontré des gens, tu sais. Puis après ça, souvent, c'est comme ça que la personne va dire « Ah, ben je vais t'accompagner la première fois » ou « Ah, ben oui, tu sais, ça me tente, je vais essayer. » C'est comme le sport, là, tu sais. T'amènes quelqu'un courir avec toi, puis après ça, ça va lui donner le goût pour continuer. Puis moi, puis je pense que ça dépend vraiment des besoins de chaque personne, mais moi, mon besoin d'accomplissement dans la vie, là, tu sais, dans la pyramide de Maslow, c'est comme inversé, là. Oh, tu sais, avant de penser, genre, que si je vais manger à soir, puis, tu sais, j'ai-tu assez d'argent pour payer mon loyer? Tu sais, moi, je cherche beaucoup des projets où est-ce que je vais sentir que, tu sais, ça a du sens pour moi, puis ça a un impact dans ma vie. Je suis pas quelqu'un de matérialiste, je suis pas quelqu'un qui va penser, c'est ça, à tous ces petits aspects-là un peu plus de base. Moi, j'aime vraiment aller chercher, tu sais, c'est ça, dans mes besoins, c'est un peu différent peut-être que d'autres personnes. C'est pour ça que... L'actualisation, c'est ça. Puis, ce que ça va chercher aussi, puis que je retrouve pas nécessairement ailleurs, c'est tout mon besoin, tout le côté un peu entrepreneurial puis créatif que l'engagement a. Moi, je suis vraiment, tu sais, c'est ça, une fille engagée qui aime beaucoup, tu sais, la résolution de problèmes, avoir un bon défi, tu sais, pouvoir collaborer avec des gens, tout ça. Donc, j'aime exploiter cet aspect de ma personne que j'ai peut-être moins dans d'autres sphères de ma vie. Donc, je pense que pour tout le monde, on va chercher des choses vraiment différentes, là. Mais moi, c'est beaucoup ça. Fait que j'imagine aussi que c'est pour ça que t'as fondé des initiatives, puis que tu t'es pas juste impliqué dans des initiatives qui existaient déjà, en fait. Ça vient chercher ton côté plus entrepreneurial.
Ouais, c'est ça, exact. Moi, ce que j'aime voir, c'est, il y a un besoin à quelque part, comment je pourrais répondre à ce besoin-là? Ça, c'est vraiment, tu sais, l'esprit entrepreneurial. Puis, ben, des fois que ça la donnait, que j'avais aucune idée comment répondre à ce besoin-là. Puis, des fois, je faisais comme, je pense que j'ai une piste. Puis, ben, tu sais, les matinées 4G, ça s'est tout fait en de 10 minutes. J'ai eu une idée, j'ai fait, je pense que ça va être simple, puis je pense que ça peut marcher. Je suis rentrée dans la résidence, rencontré la directrice, j'ai dit, ça a-tu de l'allure? Puis, elle a dit oui. Puis, un mois après, on démarrait. Fait que des fois, c'est vraiment juste d'avoir de rencontres intergénérationnelles. Ouais, ça c'est dans le fond, à tous les mois, il y a des mamans principalement, mais pas que, qui arrivent avec leurs enfants de moins de 5 ans, donc qui sont pas en âge scolaire, puis qui vont rencontrer des aînés. Fait que c'est vraiment des rencontres un peu de type familial. Sur place, il y a des collations, il y a des jouets. Des fois, il y a des animations qui sont prévues en danse, en musique, en théâtre. Fait que c'est vraiment des rencontres intergénérationnelles pour briser l'isolement des mamans principalement. Moi, j'étais jeune maman quand j'ai commencé ça, mais des aînés à la fois. Donc, c'est ça, des fois, c'est vraiment juste de voir un peu la bonne solution au bon moment, puis le petit plus, tu sais, que j'aime faire, moi, c'est vraiment je me lance, tu sais, je l'essaye, let's go. Donc, ça m'amène, c'est ça, là, beaucoup de bonheur. Mais c'est ça que je vois, en fait, c'est que souvent, plusieurs vont avoir une idée, mais ça va rester au stade d'idée. Mais de ce que je comprends, toi, tu as eu l'idée, puis instantanément, tu te dis, je l'essaye, puis au pire, ça marche pas. Puis là, visiblement, ça a très bien fonctionné. Ben oui, c'est ça. Puis j'ai filtre, là, parce que, tu sais, je me dis, je suis la bonne personne pour faire ça? J'ai-tu le temps? Est-ce que, tu sais, puis à un moment donné, quand c'est toutes des lumières vertes je pense que oui, je suis la bonne personne. Je pense que oui, j'ai le temps. J'ai la capacité de partir ça. Ben là, j'y vais. Tu sais, des fois, sinon, ce que je fais, puis ça m'est arrivé quelques fois, j'ai écrit à quelqu'un ou à une organisation, puis j'ai dit, j'ai eu cette idée-là, mais je pense pas que je peux l'apporter. Je pense que peut-être vous pourriez l'apporter. C'est intéressant. Donc ça aussi, c'est une autre manière, des fois, de pas laisser mourir une bonne idée, puis que ça peut faire des petits pareils, là. Moi, je me demande un peu à t'écouter, pourquoi choisir de fonder... qu'est-ce qui motive, en fait, de fonder des initiatives qui sont justement pas des entreprises, tu sais, qui vont pas te faire vivre? Comme pourquoi tu fondes des trucs plus bénévoles, disons? Ben, au départ, tu sais, les matinées 4G puis le club nature, c'était beaucoup pour moi puis ma famille. C'était comme un peu égoïste au sens où je partais de mon besoin à moi, puis j'étais comme, je pense que ça va répondre à d'autres besoins, tu sais, si je crée ce mouvement, cette activité-là. Puis pourquoi pas faire des entreprises? J'y ai pensé à quelques reprises. En même temps, souvent, ce que je me suis rendu compte, c'est que les idées que j'avais, c'était vraiment des entreprises là que je serais ultra pauvre, là. Tu sais, c'était vraiment trop basé sur genre, je vais être bénévole, puis je vais mettre du temps, puis l'impact social, c'est ce qui était le plus important pour moi. Donc, tu sais, c'est ça, je me suis rendu compte que, justement, de faire plus des projets d'engagement, puis même à l'intérieur de la fondation où je travaille, j'arrive à développer un peu tu sais, comme de l'intra-entrepreneuriat en faisant certaines initiatives qui sont pas nécessairement aux besoins dans mes tâches. Donc, j'arrive quand même à combler ce besoin-là, mais c'est pas dit qu'à un moment donné, je vais trouver une super idée ou je vais vouloir m'engager dans une idée qui va devenir une entreprise. Mais une entreprise, ça demande énormément de temps. Tu sais, moi, je suis la fille aussi qui aime ça, avoir différents projets, différents engagements. Donc, tu sais, il faudrait voir si ça peut, si je peux continuer dans cette même veine-là aussi. Ça peut cadrer avec ton mode de vie actuel, par exemple. C'est ça. Puis, justement, là, pour continuer sur la lignée de fondation, là, de projet, est-ce que c'est difficile d'être porteur comme de projet parce que tu as l'idée, tu le lances, mais après ça, tu es comme un peu responsable là, de sa viabilité? Est-ce que des fois, tu te sens débordé? Est-ce que c'est difficile par moment? Il y a des moments, oui, c'est un peu comme dans n'importe quel travail, si tu veux. Tu sais, des fois, j'ai plusieurs engagements que j'ai un mois que c'est vraiment rushant, là, parce que je vais avoir 3 rencontres, 3 événements ou quoi que ce soit. Donc, oui, tu sais, je pense que ce qui est difficile, il y a la notion de bien balancer son temps parce qu'il faut faire attention de pas se brûler. Tu sais, ça, j'en vois d'autres autour de moi qui sont un peu comme moi, puis là, sont comme « Oh non, là, je peux pas, je prends une pause parce que je me suis trop brûlée dernièrement. » Donc ça, faut faire attention. Puis oui, il y a un certain poids par rapport à, tu sais, il y a des choses que je pensais pas nécessairement, comme le club nature, là. Moi, j'étais comme, on va être une gang de famille dans nature puis on va jouer. Et s'il arrive un accident,
accident, là, c'est qui est responsable? Ou si oui. t'invites des mamans avec leur bébé, là, à venir aux matinées 4G, puis il y a un aîné qui le prend puis qui l'échappe. C'est qui est responsable? Donc, ça l'amène plein de questions, justement, par rapport à, OK, là, c'est quoi mon rôle, ma responsabilité, puis comment que je me back, là, finalement, pour que, tu sais, cet engagement-là reste plaisant, le fun, puis que ça vienne pas, tu sais, porter atteinte un peu, c'est ça, à autant ma sécurité, puis toutes ces questions-là d'éthique-là, c'est des choses que je me pose de plus en plus, puis surtout quand on parle de jeunes enfants, là, c'est des questions qui se posent. Oui, c'est vrai, hein? C'est quelque chose qu'on pense pas. Non, Puis, exact. quand tu parlais de ne pas se brûler, ça me fait penser, tu sais, on parle beaucoup du burn-out professionnel, mais je trouve que tout comme le bénévolat, l'engagement social est un peu un travail invisible, comme on en parlait avec Luc et Marie-Noël plus tôt, ben je pense que le burn-out qui est lié à l'engagement social, on n'en parle pas non plus, puis c'est limite pas mal vu, mais tu sais, comme si ça comptait encore moins parce que, ben là, t'as juste à pas t'impliquer autant, ou tu sais, je sais pas, mais c'est clairement une réalité de se brûler dans plein de projets, puis en plus, vu que souvent, c'est des causes qui nous tiennent à cœur, tu sais, ça nous engage émotionnellement, comme on est vraiment... ah non, je peux pas faire ma part, mettons, pour telle cause, ou... Ouais, exactement. C'est sûr que tu sais, de dire à quelqu'un, là, je suis trop brûlée, j'ai fait telle chose, comme tu dis, la personne, tu sais, pourrait carrément te répondre, mais c'est toi qui as choisi ça. Puis tu sais, oui, c'est moi qui ai choisi ça, mais tu sais, en même temps, c'est ça. Des fois, c'est que on s'est engagé dans des choses, puis à un moment donné, ça déboule tout en même temps. Puis tu sais, moi, j'essaie toujours de tenir, tu sais, les engagements que j'ai pris. Mais souvent, après, ce que ça fait, c'est que je vais prendre, tu sais, il va y avoir une petite période où, tu sais, je vais être plus tranquille, puis après ça, j'arrive à revenir. Mais je pense qu'on apprend aussi de ça. C'est quand ça arrive 1-2 fois, là, après ça, tu fais comme, OK, non, ça l'arrivera plus, puis je vais faire attention. Mais je pense que ça, c'est le profil, tu sais, le profil que j'ai de personne qui a plusieurs projets, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui s'engage qui va vivre des genres de burn-out comme ça. Puis, tu sais, après ça, le fait, justement, de faire attention, de pouvoir en parler un peu aussi, ben, tu l'évites, là. Mais c'est ça, c'est des choses qu'on choisit en même temps. Puis, tu sais, moi, quand j'ai eu des périodes plus difficiles, j'ai choisi de poursuivre. Il y en a d'autres qui choisissent de, tu sais, laisser tomber certains engagements ou prendre une pause, puis c'est bien correct. Puis c'est ça qui est le fun aussi à ce niveau-là. C'est pas comme un travail que c'est bien plus compliqué que de laisser tomber ta job puis t'en trouver une autre. L'engagement, ça reste toujours, tu sais, un peu volontaire, tout ça, bénévole dans un certain sens. Donc, tu peux toujours le moduler selon, tu sais, ta vie, là, qu'est-ce qui se passe, puis tes besoins, puis tout ça. Est-ce que tu cherches à t'entourer, par exemple, dans tes projets, justement, pour pas que tout le poids soit sur tes épaules, pour essayer justement d'avoir des gens pour ton poids sur tes épaules, pour t'épauler, des gens pour t'épauler? En tout cas, c'est ça. Est-ce que tu cherches à t'entourer, justement, pour pas que tu ailles un petit burn-out aussi? Ouais, certain. En fait, moi, ce que j'aime faire souvent, tu sais, comme j'ai dit, je suis la personne qui aime avoir l'idée puis commencer à la mettre en place. Mais quand, comme par exemple le Club Nature ou les matinées 4G, j'ai été rapidement chercher des bénévoles, des partenaires, tout ça. Donc oui, tu sais, souvent c'est essentiel. Même, tu sais, comme là, je développe des choses par rapport à l'éducation en plein air. J'aimerais ça organiser une journée où est-ce que des éducateurs autochtones puis des éducateurs non autochtones se rencontreraient pour discuter d'éducation par la nature puis éducation en plein air. J'ai l'idée de base, mais je peux pas faire ça tout seul parce que le projet puis l'idée, ben, elle aura pas de sens si je la fais tout seul. Fait que ça dépend vraiment. Mais oui, moi, à la base, ben, tu sais, je suis une fille d'équipe. Donc, je pense que ça fait partie aussi des raisons pourquoi je fais ça. J'aime ça travailler en équipe, tu sais, sur une idée, collaborer, puis tout ça. Puis je trouve ça super stimulant, bien plus que faire ça tout seul dans son coin, là. Certainement. Puis est-ce que les gens dans ton entourage, ben j'imagine que plus tu t'engages, plus ça devient ton entourage, mais comme est-ce que les gens qui t'entourent, c'est des personnes aussi très engagées généralement, ou est-ce que tu vois que tu as un impact puis que peut-être t'inspires des gens autour de toi à s'engager plus? Oui, un peu, c'est ça. Moi, je suis pas nécessairement la personne qui va... tu sais, autour de mes amis ou de ma famille, nécessairement, en parler ou dire, ben, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Si on m'en parle, je vais leur expliquer qu'est-ce que je fais, puis tout ça. Mais oui, j'ai vu que ça avait un peu d'impact autour de moi, tu sais, de personnes qui disent, ah, c'est le fun, tu sais, prochaine fois, si tu as besoin de bénévoles ou, tu sais, ça me ferait plaisir de venir, des choses comme ça. Mais, tu sais, c'est ça, ce que ça crée aussi, ça crée vraiment différents réseaux, tu sais, la gang du conseil de quartier, la gang de 100 degrés. Donc, c'est, tu sais, je côtoie des personnes très, très différentes, certaines qui sont très engagés puis qui comprennent un peu là, ma vibe puis ma passion pour ça. Puis d'autres que, ben, je vais juste en parler un peu à l'occasion. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait ta fin de semaine? Ah, ben, j'ai fait telle activité dans le cadre des matinées 4G, par exemple. Mais oui, ça a un impact. Puis je pense que c'est une des façons de
tu sais, un peu motiver les gens à s'engager, c'est, tu sais, d'en parler, puis de dire qu'est-ce que ça t'amène, puis de pas hésiter à les inviter à, ben, tu sais, tu viendras essayer si ça t'intéresse, ou tu pourrais peut-être aider de telle façon. Donc, d'aider les gens ou de leur suggérer de vivre des premières expériences avec toi, c'est vraiment prometteur, je pense. On a fait en même temps. Ben en fait, c'est vraiment inspirant de t'écouter. C'est le fun de voir à quel point tu as l'air de bien moduler ça dans ta vie, puis que ça a l'air d'être loin d'être un fardeau, puis au contraire, tu as réussi à trouver l'équilibre. Donc, inspirant pour tous. Merci beaucoup, Julie, d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Oui, puis bravo pour toutes tes implications aussi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bon, fait que maintenant qu'on a discuté de l'engagement social puis de son importance avec Luc Audebran et Marie-Noëlle Simard-Deschênes, qu'on s'est inspiré du travail de coordination que fait Hélène Fowler au Centre Paul Roulant et qu'on a discuté avec Julie Moffett pour voir ce qui la motive à s'impliquer, qu'est-ce que tu retiens, toi, Marie-André? Bien, premièrement, je pense qu'on voit clairement l'importance qu'a le travail bénévole à toutes les formes d'engagement social. J'ai trouvé intéressant, entre autres, que Luc souligne les autres formes d'engagement possibles, comme le don d'argent, le partage de matériel, d'expertise, puis de notoriété, et même le don de sang. En tout cas. Et que ce soit par le bel exemple d'organisation qu'offre le Centre Paul Roulant ou par la motivation qui porte Julie, on a pu voir que l'engagement, c'est bien plus qu'un acte de charité. C'est aussi une manière efficace et altruiste de se développer en tant qu'humain puis de participer à notre communauté. Bref, de faire avancer des causes qui nous tiennent à cœur. C'est vrai. Ce que je trouve beau dans les exemples d'engagement dont on a discuté, c'est qu'on fait appel à l'humain dans son entièreté puis pas juste comme un outil de productivité, tu sais, comme ça peut être le cas parfois dans le monde du travail rémunéré. Et sur ce, ben, on vous invite à trouver votre cause et à faire le pas, à sauter dans l'action puis à vous engager. Il existe des centaines de façons de vous impliquer puis de faire une différence autour de vous. Et vous pouvez, entre autres, ben, vous impliquer auprès de 100 degrés, qui est l'initiative sur les saines habitudes de vie avec qui on a développé en partenariat cet épisode. Puis, ben, on se plug pas souvent, mais si vous avez envie de vous impliquer auprès des urbainculteurs, même si vous êtes loin de Québec, ben, on vous invite à le faire de deux manières. Vous pouvez devenir membre de notre organisation, d'abord via notre site web sous l'onglet S'impliquer. Quoique si vous écoutez cet épisode dès sa sortie, vous êtes peut-être mieux d'attendre en février pour avoir le membership de 2020. Bref, vous pouvez vous abonner à notre infolette pour être tenu au courant de la prochaine campagne d'adhésion. Puis aussi, vous pouvez appuyer un projet en votant pour nous, parce que depuis plusieurs années, les urbainculteurs couvrent un projet de ferme maraîchère urbaine à vocation sociale et pédagogique qu'on souhaite mettre sur pied prochainement. On pourra vous en parler peut-être plus dans un futur épisode. Puis notre projet a été retenu comme finaliste dans la cohorte 2020 du mouvement Novae. Vous pouvez voter pour nous, en fait, sur le site de Novae, donc N-O-V-A-E, qu'on mettra en lien sur la page de l'épisode sur urbainculteur.org, et ce, jusqu'en février, là, que vous pouvez voter. Mais faites-le donc maintenant pour pas l'oublier. En terminant, merci de nous avoir suivis dans ce long épisode. On espère qu'on a pu vous inspirer. Merci aussi à celles et ceux qui nous ont écoutés tout au long de l'automne, voire de l'année 2019. On s'en va en congé pour la période des fêtes, et puis le creux de la saison hivernale, qui marque pour nous en horticulture une pause bienvenue. Mâche Patate sera de retour à la fin janvier, donc précisément le 29 janvier 2020. On espère que vous serez au rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, passez un très beau temps des fêtes qu'on vous souhaite reposant, riche sur le plan humain et plein d'amour, avec pourquoi pas des repas pleins d'aliments issus de l'agriculture locale. Bon congé et bon début d'année 2020. Ciao! Bye bye!